Ma belle-fille m'a toujours humiliée, mais quand j'ai vu ce qu'elle cachait dans son portable, son masque est tombé. Dans 5 minutes, je vais détruire le mariage de mon fils avec cette femme. Et un jour, il m'en remerciera. Je suis là, debout dans l'entrée de l'appartement de Julien, le téléphone de Chloé à la main. Mes mains tremblent, mais ce n'est pas de peur, c'est de la rage. Une rage si profonde que j'ai mal à la poitrine. Je viens de lire chaque message, de voir chaque conversation, chaque mensonge, chaque étape du plan. Ils sont tous dans le salon en ce moment, ils rient, ils discutent, ils font semblant d'être la famille parfaite. Julien vient de rentrer du travail. Chloé sert le café, avec ce sourire hypocrite que j'ai appris à reconnaître bien trop tard. Et le petit Léo, mon petit-fils de 2 ans, joue sur le tapis, innocent, ignorant de tout ce qui se trame. Quand j'entrerai dans cette pièce, cette mascarade prendra fin. Cette soirée va se transformer en un véritable enfer. Cela a duré 8 mois. 8 mois à découvrir chaque mensonge, chaque humiliation, chaque pièce de ce puzzle maudit. 8 mois à prétendre que je ne savais rien pendant qu'elle me traitait comme une moins que rien devant mon propre fils. Et cette histoire repose sur 3 vérités dévastatrices, chacune pire que la précédente. La première vérité, ma belle-fille ne m'humiliait pas par jalousie. C'était une stratégie. La deuxième vérité, elle n'est pas entrée dans la vie de mon fils par hasard. C'était planifié. La troisième vérité, elle avait déjà fait ça avant, et l'autre belle-mère n'a pas survécu pour le raconter. Mais pour que vous compreniez comment une mère de 58 ans, veuve, retraitée, une femme qui a toujours été respectée par sa famille, a pu se retrouver dans ce couloir, tenant les preuves qui vont anéantir la vie de sa propre belle-fille, je dois revenir en arrière. Je dois revenir 8 mois en arrière, au jour où j'ai cru avoir gagné une fille. Parce que cette histoire n'a pas commencé hier. Et j'ai été bien trop stupide pour voir les signes. C'était en mars de l'année dernière, le 23, un samedi ensoleillé, le mariage de Julien et Chloé. J'avais aidé à financer la réception, bien sûr. 20 000 € que j'ai sortis de mes économies avec tout l'amour du monde. Mon fils unique, l'homme que j'ai élevé seul après la mort de mon mari, était heureux. Et je l'étais aussi. Chloé était magnifique, je dois l'admettre. Cheveux blonds, yeux clairs, un sourire de publicité pour dentifrice. 29 ans, elle travaillait comme vendeuse dans une boutique de luxe, ou du moins c'est ce qu'elle disait. Éduquée, charmante, toujours le mot juste au bon moment. Ce jour-là, elle m'a prise dans ses bras et m'a dit « Catherine, vous ne perdez pas un fils. Vous gagnez une fille. Vous pouvez compter sur moi pour tout. » J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais seule depuis 5 ans et que je sentais enfin que j'avais de nouveau une famille. Quelle idiote j'ai été. Les premières semaines se sont bien passées, ou du moins, en apparence. Les déjeuners du dimanche chez moi, Chloé qui complimentait ma cuisine, qui m'invitait à faire du shopping rue Saint-Honoré, qui m'envoyait des messages affectueux. Je me sentais aimée, intégrée, importante. Mais ensuite, ça a commencé, lentement. Si lentement que j'ai cru que c'était mon imagination. Une petite remarque par-ci sur mes vêtements, démodés. Un petit rire par-là quand je racontais une anecdote. Un regard impatient quand je parlais trop. Des petites choses que j'ai ignorées parce qu'après tout, les belles-mères et les belles-filles ont toujours des frictions. N'est-ce pas? C'est normal, c'est attendu. Sauf que ce n'était pas normal. Et ce n'était pas des frictions. C'était des tests. Elle testait mes limites. Elle évaluait ma réaction. Elle voyait si j'allais encaisser en silence ou si j'allais réagir. 3 mois après le mariage, ils ont eu Léo. J'étais aux anges, mon premier petit-fils. Je suis allée à la maternité tous les jours, j'ai apporté des petits plats à Julien, j'ai acheté des couches, des vêtements, des jouets. Je voulais être la grand-mère présente, vous comprenez? Celle qui aide, qui soutient, qui est toujours là. Chloé souriait et me remerciait. Mais j'ai commencé à remarquer qu'elle ne souriait que lorsque Julien était dans les parages. Quand nous étions seuls, le sourire disparaissait. À la place, il y avait un regard glacial, distant, presque dégoûté. Au début, tout semblait parfait. Je croyais avoir gagné une fille, mais les premiers signes de son mépris étaient déjà là. Je n'ai simplement pas voulu les voir. Avant de continuer cette histoire choquante, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. C'est à vous glacer le sang. Je n'ai simplement pas voulu les voir, parce que j'étais seule depuis 5 ans et que je ne voulais pas perdre mon fils. Je ne voulais pas être cette belle-mère pénible qui se plaint de tout, qui crée des problèmes, qui éloigne son fils de sa femme. Alors, j'ai pris sur moi.
J'ai avalé chaque commentaire, chaque regard, chaque affront. Vous savez ce qui fait le plus mal? C'est que j'avais tout donné pour Julien. Tout. Quand mon mari est mort, Julien avait 17 ans. Un cancer a emporté mon Antoine en 6 mois. Rapide, brutal, sans pitié, je me suis retrouvée seule, veuve de 43 ans, avec un fils au lycée et une montagne de dettes médicales. J'ai travaillé comme une forcenée. 2 emplois, parfois 3. Le jour, j'étais secrétaire dans une école. La nuit, je nettoyais des bureaux. Les week-ends, je faisais des ménages. J'ai économisé chaque centime. J'ai payé entièrement les études de Julien, 5 ans dans une grande école d'ingénieurs. Je ne lui ai jamais rien laissé manquer. Et quand il a été diplômé, qu'il a trouvé un bon travail et a rencontré Chloé, j'ai pensé, ça y est, ma mission est accomplie. Maintenant, je peux me reposer, profiter de mon petit-fils, vivre en paix. Je leur ai donné 20 000 € pour l'apport de leur appartement. C'était presque la moitié de mes économies, mais je les ai donnés avec joie. J'ai entièrement redécoré la chambre du bébé, j'ai acheté le berceau, la commode, j'ai même payé tout le trousseau. Je voulais que mon fils commence bien sa vie, sans dette, sans difficulté. Chloé me remerciait. Elle me remerciait toujours. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'arrivais pas à déchiffrer. Les humiliations ont commencé de manière subtile, déguisée en plaisanterie. « Oh, Catherine, vous n'allez pas sortir avec cette tenue, n'est-ce pas? On dirait ma grand-mère. » Petit rire. Julien riait avec elle. « Mon Dieu, Catherine, vous avez encore oublié? Je vous avais dit hier que nous ne pouvions pas recevoir de visite aujourd'hui. Vous devenez un peu tête en l'air, non? Faites attention. » Un air faussement inquiet. « Julien, chéri, je pense qu'il vaut mieux que ta mère ne prenne pas Léo dans ses bras maintenant. Elle a l'air si fatiguée, et si elle le laissait tomber? » Un sourire doux, du venin dans la voix. Et le pire, elle ne le faisait que lorsque Julien ne prêtait pas attention. Quand il regardait, elle était la belle-fille parfaite, affectueuse, attentionnée, respectueuse. J'ai commencé à me remettre en question. Est-ce que je devenais trop sensible? Était-ce de la jalousie maternelle? Étais-je vraiment en train de devenir oublieuse, dépassée, vieille? Mais un événement a tout changé. C'était un dimanche de juin. J'étais allée chez eux pour apporter un gâteau que j'avais fait pour Julien, celui aux carottes et au chocolat qu'il adore depuis son enfance. Chloé a ouvert la porte, a pris le gâteau et ne m'a même pas invitée à entrer. Elle a dit que Julien était sorti avec Léo et qu'elle faisait le ménage. D'accord, j'étais habituée. Je suis retournée à ma voiture, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié mon téléphone près de l'interphone. Je suis revenue sur mes pas. La porte était entr'ouverte. J'allais frapper à nouveau quand j'ai entendu sa voix. Elle était au téléphone. Et son ton était complètement différent. Je n'en peux plus de cette vieille maman. Toujours là, à apporter de la nourriture, à vouloir prendre Léo, à se mêler de tout. C'est une fouineuse insupportable. Tu avais raison, je dois accélérer ce plan avant qu'elle ne gâche tout. Mon cœur s'est arrêté. Je suis restée là, paralysée, à écouter. Non, Julien ne se doute de rien. Il pense que sa mère est une sainte. Mais je travaille dessus, je sème les graines, tu vois? D'ici peu, ce sera lui qui voudra qu'elle reste à distance. Et à ce moment-là, elle a ri. Un rire froid, calculateur. Et à ce moment-là, on passera au plan B. Je suis partie en courant. Je suis montée dans ma voiture, tremblante, en sueur, le cœur battant à tout rompre. Un plan? Quel plan? Semer des graines, travailler sur Julien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lundi matin, j'ai appelé Julien. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu. Chaque mot. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Maman, tu as du mal comprendre. Chloé t'adore. Elle dit toujours du bien de toi. Tu as probablement entendu une conversation avec une de ses amies à propos d'une autre belle-mère. Tu deviens paranoïaque. Il ne m'a pas cru. Il a préféré la croire, elle. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'étais seule dans cette affaire. Et si je voulais découvrir la vérité, je devrais enquêter par moi-même. À cet instant, j'ai cessé de douter de mes oreilles. Mais ce que j'ai découvert ensuite a fait passer cet appel pour une gentillesse. J'ai changé. Du jour au lendemain, j'ai complètement changé de stratégie. Si personne ne voulait me croire, j'allais rassembler des preuves que ni Julien, ni personne d'autre ne pourrait nier. J'ai acheté un petit carnet à couverture rigide et j'ai commencé à tout documenter. Absolument tout. Date, heure, lieu, ce qui avait été dit, qui était présent. Chaque commentaire malveillant, chaque humiliation,
chaque fois qu'elle m'empêchait de voir Léo. 18 juin, 15h30, Chloé m'a dit devant la voisine que je perdais la tête parce que j'avais oublié qu'elle avait changé l'heure de la visite. Je n'avais pas oublié. Elle ne me l'avait jamais dit. 22 juin, 19h15. J'ai essayé d'appeler Julien. Chloé a répondu et a dit qu'il était occupé. J'ai entendu sa voix rire en arrière-plan. Elle a menti. 28 juin, dimanche. On m'a interdit d'entrer. Chloé a dit que Léo était malade et ne pouvait pas recevoir de visite. Elle a posté une photo sur Instagram le même jour. Léo au parc avec elle. J'ai commencé à prêter attention à des choses qui m'échappaient auparavant. J'ai remarqué qu'à mon arrivée, les conversations cessaient brusquement. Chloé et sa mère, Sylvie, échangeaient des regards étranges, chargés de sens. Quand je demandais « De quoi parliez-vous ?», la réponse était toujours la même. « Oh, de rien d'important, des histoires de filles. » J'ai remarqué que Chloé avait commencé à tout contrôler. Les visites, les horaires, même les appels téléphoniques. Quand j'appelais Julien pendant la journée, c'est rarement lui qui répondait. C'était toujours elle. Et il y avait toujours une excuse. Il est sous la douche. Il dort. Il est sorti un instant. Mais ce qui m'a vraiment mise en alerte, c'est quand j'ai réalisé qu'elle avait établi des règles pour moi. Catherine, à partir de maintenant, il vaut mieux appeler avant de venir, d'accord ? Nous avons notre routine, nous ne pouvons pas avoir de visite à l'improviste. Catherine, n'apportez plus de nourriture, s'il vous plaît. Nous suivons un régime. Catherine, n'appelez pas après 20h, ça perturbe la routine de Léo. Et Julien ? Julien était d'accord avec tout. Elle a raison, maman. On a besoin de notre intimité. Tu comprends, n'est-ce pas ? On m'écartait petit à petit, systématiquement. Et personne ne le voyait. Mais une semaine après avoir commencé mon enquête, il s'est produit quelque chose d'inattendu. J'étais chez eux. Chloé était sortie pour emmener Léo chez le pédiatre et Julien m'avait demandé de rester pour attendre le technicien d'Internet. J'ai accepté, bien sûr. N'importe quelle occasion d'être dans cet appartement, d'observer, de chercher. En attendant, je suis allée à la cuisine prendre un verre d'eau. Le sac à main de Chloé était sur le comptoir, ouvert. Je sais que je n'aurais pas dû. Je sais que c'est mal de fouiller dans les affaires des autres. Mais quelque chose en moi criait « Regarde, regarde maintenant !» J'ai ouvert le sac. Portefeuille, maquillage, clés et un petit carnet comme un agenda. J'ai pris le carnet, je l'ai ouvert et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. C'était une liste manuscrite de l'écriture soignée de Chloé. En haut de la page, il était écrit « Plan, phase 2 ». En dessous, des points numérotés. 1. Réduire les visites de la belle-mère à 1 fois par semaine maximum. 2. Créer le récit qu'elle perd la mémoire est confuse. 3. Convaincre Julien d'obtenir une procuration sur ses biens. 4. L'isoler de ses amis et voisins, dire qu'elle a un comportement étrange. 5. Prendre rendez-vous avec un psychiatre, gériatre, docteur Dubois a confirmé. 6. Après l'expertise, demander une mise sous tutelle. Ma main s'est mise à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber le carnet. Une mise sous tutelle ? Une expertise ? Il voulait me faire déclarer folle ? J'ai continué à lire. Il y en avait plus. 7. Transférer l'appartement et l'épargne au nom de Julien. 8. Délai estimé. 4. 6 mois. Sous la liste, il y avait des annotations de valeur. La valeur de mon appartement, 800 000 €. La valeur de mon épargne, 300 000 €. Total, 1 100 000 €. Ils avaient en fait le calcul. Ils avaient calculé combien je valais. J'ai tout photographié avec mon téléphone. La main tremblante, le cœur battant, une sueur froide coulant dans mon dos. J'ai remis le carnet exactement à sa place. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu le technicien, en feignant la normalité. Mais à l'intérieur, j'étais anéantie. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas la sensibilité d'une belle-mère jalouse. C'était un plan pour me voler, pour tout me prendre, pour me détruire. Et mon fils était soit complice, soit il était également manipulé. Quand Chloé est revenue avec Léo, elle m'a regardée et a souri. Ce faux sourire que je connaissais si bien maintenant. « Merci d'être restée, Catherine. Vous êtes un amour. » Je lui ai souri en retour. Et pour la première fois, je faisais semblant, moi aussi. La trahison était bien plus grande que je ne l'avais imaginé. Les semaines suivantes, j'ai fait ce que je n'aurais jamais cru être capable de faire. Je suis devenue une espionne au sein de ma propre famille. J'ai commencé à tout observer avec un regard neuf. Chaque détail, chaque conversation, chaque mouvement.
Et plus j'observais, plus je découvrais de choses. Sylvie, la mère de Chloé, a commencé à venir plus souvent. Beaucoup plus souvent. Elle était toujours là, chez Julien, à chuchoter avec sa fille, cessant de parler dès que j'arrivais. Les regards qu'elles échangeaient étaient lourds de complicité, de secret. Un après-midi, je suis arrivée plus tôt que prévu. Elles étaient sur le balcon, en train de prendre un café. Elles ne m'ont pas vue arriver. Il faut que tu accélères les choses, Chloé. Plus ça prend de temps, plus tu risques qu'elles découvrent tout. C'était la voix de Sylvie. Sévère, autoritaire. Je sais, maman, mais je ne peux pas trop forcer. Julien est naïf, mais il n'est pas stupide. Il faut que ça paraisse naturel. Naturel ? Ma chérie, tu as déjà réussi à l'éloigner de ses voisins, de sa famille, même de ses propres amis. Il ne manque plus que le coup de grâce. Je sais, le docteur Dubois est prêt. Il faut juste que je convainque Julien de l'y emmener. Je me suis cachée derrière la porte. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'elles allaient l'entendre. Et après ? Après que tu auras obtenu la mise sous tutelle ? Après, on vend tout rapidement, maman. On partage l'argent et je me tire. J'en ai marre de jouer à l'épouse amoureuse. Elles ont ri, toutes les deux. Je suis partie sans faire de bruit. Je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé sans but, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Ce n'était pas seulement Chloé. C'était Sylvie aussi. Toutes les deux ensemble, en train de planifier, d'exécuter. Et il y avait d'autres personnes. Ce docteur Dubois. Qui était-il ? Un médecin corrompu qui allait me déclarer folle contre de l'argent. J'étais seule contre tous. J'ai commencé à creuser plus profondément. J'ai créé un faux profil sur Facebook et j'ai ajouté des connaissances de Chloé. J'ai découvert qu'elle parlait de moi. Beaucoup. Des publications dans des groupes de mères. Ma belle-mère est de plus en plus confuse chaque jour. Elle oublie des choses, répète les mêmes histoires. Je suis inquiète, je pense que c'est Alzheimer. Des commentaires sous des photos. Aujourd'hui, ma belle-mère est passée et ne se souvenait même pas d'être venue hier. La pauvre, l'âge la rattrape. Des messages privés aux voisines. Avez-vous remarqué comme Catherine est étrange ces derniers temps ? L'autre jour, elle m'a appelé 3 fois de suite pour me poser la même question. Je ne pense pas qu'elle aille bien. Elle construisait un récit public, attesté, documenté. Elle créait l'image de la belle-mère sénile, confuse, problématique, pour que, lorsqu'elle demanderait la mise sous tutelle, tout le monde dise « Ah oui, j'avais déjà remarqué qu'elle n'allait pas bien. C'était brillant et cruel. » J'ai confronté Julien une fois de plus. Je lui ai montré les photos du carnet, je lui ai parlé de la conversation que j'avais surprise entre Chloé et Sylvie. Vous savez ce qu'il a dit ? « Maman, c'est ridicule. Chloé t'aime. Sylvie t'aime. Ce carnet doit être pour un projet professionnel, un truc du magasin. Et pour la conversation, tu as du mal entendre. Tu deviens vraiment paranoïaque, tu sais ? On s'inquiète pour toi, inquiet. Pour moi. Il était déjà sous son emprise. Il croyait déjà que j'étais le problème. C'est cette nuit-là que je me suis effondrée. Je suis rentrée chez moi, j'ai fermé la porte à clé et je me suis laissée tomber sur le sol du salon. J'ai pleuré comme une enfant. J'ai pleuré de désespoir, de solitude, d'impuissance. 58 ans, toute une vie de travail, de sacrifice, d'honnêteté. Et maintenant j'étais là, seule, en train d'être détruite par une arnaqueuse que mon propre fils défendait. Valait-il la peine de se battre ? Ne valait-il pas mieux abandonner ? Disparaître ? Les laisser tout prendre ? Une nuit, j'ai pensé à tout laisser tomber. Prendre ma voiture, mes papiers, et disparaître. Recommencer à zéro dans une autre ville. Laisser à Julien son héritage, si c'est ce qu'il voulait. Je suis restée 3 jours sans sortir de chez moi, sans manger correctement, sans dormir, juste à réfléchir, à planifier, à douter. Étais-je vraiment folle ? Était-ce tout dans ma tête ? Non, ce n'était pas le cas. J'avais des preuves, des photos, des enregistrements mentaux, le carnet, ce n'était pas de la folie, c'était réel. Mais j'étais épuisée de me battre seule contre tous. C'était un samedi matin, le 15 août. Je prenais mon café, encore en pyjama, encore anéanti, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, j'ai répondu. « Allô, Catherine, je m'appelle Élodie. On ne se connaît pas, mais je dois vous parler. C'est à propos de Chloé. » Mon cœur s'est emballé. « Qui êtes-vous » ? Je suis sa belle-sœur, son ex-belle-sœur, la sœur de son ex-mari. Silence. Son ex-mari ? Oui, Chloé a déjà été mariée avant. Et elle a fait à ma mère exactement ce qu'elle est en train de vous faire. Mes jambes ont flageolé. Je me suis assise. Que voulez-vous dire, Catherine ?
Je ne sais pas combien de temps il vous reste, mais je dois vous dire quelque chose. Chloé n'est pas celle qu'elle prétend être. C'est une arnaqueuse professionnelle. Et ma mère est morte à cause d'elle. Jusqu'alors, je pensais qu'ils n'étaient que deux. Mais le lendemain matin, j'ai reçu un appel. C'était Élodie qui voulait me dire quelque chose. Et ce que j'ai entendu lors de cet appel m'a montré que la conspiration était bien plus vaste et bien plus ancienne. Je sais que vous adorez cette histoire. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je les lis tous et je tiens à y répondre. Et ce que j'ai entendu lors de cet appel m'a montré que la conspiration était bien plus vaste et bien plus ancienne. Parlez, Élodie. Je vous écoute. Ma voix était tremblante, mais ferme. J'ai mis le haut-parleur et j'ai posé le téléphone sur la table. J'ai pris un stylo. J'allais noter chaque mot. Chloé a été mariée à mon frère pendant 3 ans. Elle avait 23 ans, il en avait 32. Ils se sont rencontrés sur une application de rencontre. Elle était vendeuse, en manque d'affection, pleine d'histoires tristes. Mon frère est tombé amoureux très vite. J'écoutais en silence, retenant ma respiration. Au bout de 6 mois, elle a rencontré ma mère, Madame Geneviève. Une femme incroyable, veuve, propriétaire de 2 appartements et avec de belles économies. Ma mère a adoré Chloé. Elle l'a traitée comme sa fille. La voix d'Élodie trembla. Au début, tout était parfait. Chloé rendait visite à ma mère chaque semaine, lui apportait des cadeaux, lui tenait compagnie. Mais ensuite, ça a commencé. Des petits commentaires. « Tante Geneviève, vous n'oubliez pas un peu trop de choses ? Tante, vous avez encore laissé le gaz allumé. » Des petits mensonges pour semer le doute. J'ai fermé les yeux. C'était exactement ce qui m'arrivait. Au bout d'1 an, Chloé a convaincu mon frère de demander à ma mère de lui donner une procuration. C'est juste pour faciliter les choses, maman, au cas où tu aurais besoin de quelque chose et que je ne sois pas là. Ma mère a signé. Elle lui faisait une confiance aveugle. Et ensuite, Chloé a accéléré les choses. Elle a commencé à isoler ma mère. Elle disait à tout le monde qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, qu'elle ne pouvait pas rester seule, que c'était dangereux. Elle a convaincu mon frère de l'emmener chez un médecin, un certain docteur Dubois. Mon sang se glaça. Le docteur Dubois ? Oui. Ce médecin a fait une évaluation de 15 minutes et a déclaré ma mère incapable. Incapable. Une femme lucide, intelligente, qui lisait le journal tous les jours. Mon frère a demandé sa mise sous tutelle. En 4 mois, il l'a obtenue. Mon Dieu, dès que la tutelle a été prononcée, Chloé a commencé à tout vendre. L'appartement de ma mère, ses bijoux, même sa voiture. Elle a transféré toute l'épargne. 7 mois plus tard, quand elle avait tout pris, elle a demandé le divorce et a disparu. Tout simplement. Et votre mère ? Silence. Un silence lourd, douloureux. Ma mère n'a pas tenu le coup. Elle a été internée dans une clinique psychiatrique parce que mon frère disait qu'elle était agressive. Elle y est restée 6 mois. Dépression sévère, crise de panique. Elle est morte d'un arrêt cardiaque, seule, dans une chambre froide, pensant que tout le monde l'avait abandonnée. Des larmes coulaient sur mon visage. Élodie, je suis sincèrement désolée. Moi aussi. Et quand j'ai appris que Chloé s'était remariée, avec un homme qui avait une mère veuve, j'ai su qu'elle allait recommencer. C'est pour ça que je vous ai appelé. Je ne peux pas sauver ma mère, mais je peux vous sauver, vous. Comment m'avez-vous trouvé ? J'ai engagé un détective. Je suis Chloé depuis des mois, je rassemble des preuves. Elle a changé de ville, mais pas de méthode. C'est toujours la même chose, toujours le même plan. Elle cherche des hommes avec des mères veuves, qui ont un patrimoine. Elle se marie vite, gagne leur confiance. Et ensuite, elle exécute. Y en a-t-il d'autres ? D'autres victimes ? Oui, avant mon frère, elle a été mariée à un autre homme. Même schéma, la belle-mère a tout perdu, mais elle a survécu. Elle vit toujours avec sa fille. J'ai réussi à la contacter. Elle accepte de témoigner. Mon esprit tournait à plein régime maintenant. Ce n'était plus du désespoir. C'était de la stratégie. Élodie, vous avez des preuves ? Des documents ? J'ai tout. Le dossier de mise sous tutelle de ma mère, le faux rapport du docteur Dubois, des relevés bancaires montrant des transferts suspects, même des messages que j'ai récupérés de l'ancien téléphone de mon frère. Chloé et Sylvie qui planifient tout. Sylvie était aussi impliquée ? Oui. C'est toujours sa mère qui coordonne. Chloé est la façade, Sylvie est le cerveau. Je me suis levée de ma chaise. L'épuisement avait disparu. À sa place, il y avait une clarté glaciale. Combien de temps me reste-t-il ? D'après ce que j'ai pu découvrir, elles sont dans la phase finale. Elles vont probablement essayer de vous emmener chez le médecin dans les semaines à venir.
Après ça, elles demanderont la mise sous tutelle. Il vous reste 1 mois, tout au plus. 1 mois. Que dois-je faire? Rassembler des preuves, documenter tout, et ne les confrontez pas encore. Quand vous le ferez, ce devra être avec toute la force possible, avec un avocat, la police, des témoins, sinon elles retourneront la situation contre vous. Élodie, merci. Merci de m'avoir appelé. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente. Si, je le sais, parce que je n'ai pas pu sauver ma mère, mais je vais vous aider à vous sauver. J'ai raccroché. Je suis restée là, debout au milieu de mon salon, tenant le téléphone, les larmes séchant sur mon visage. Et quelque chose a changé en moi. La femme qui avait passé 3 jours à pleurer, à penser à abandonner, à fuir, est morte à ce moment-là. C'est là que la femme qu'il connaissait a cessé d'exister. Ce jour-là, j'ai décidé que j'allais en finir avec eux. Je ne serai plus la victime. Je serai la chasseresse. Mais au lieu de les confronter immédiatement, j'ai fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais attendu. J'ai commencé à jouer leur jeu, mais en mieux. Le jour même, lundi matin, j'ai appelé un avocat. Pas n'importe lequel. J'ai fait des recherches, lu des avis, demandé des recommandations. J'ai trouvé Maître Lambert, spécialiste du droit de la famille et des délits patrimoniaux. J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi. J'ai tout apporté. Le carnet avec mes notes, les photos du plan de Chloé, les captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux, tout. Maître Lambert a écouté chaque mot. Il ne m'a pas jugé. Il n'a pas dit que j'exagérais. Au contraire, madame, c'est un cas classique d'abus de faiblesse et de tentative d'escroquerie. Et d'après ce que vous m'avez apporté, nous avons suffisamment d'éléments pour agir. Mais il nous faut plus de preuves. Des preuves irréfutables. Que dois-je faire? Premièrement, engager un détective privé. Il suivra Chloé, documentera ses rencontres, enregistrera ses conversations dans les lieux publics. Deuxièmement, installer des caméras chez vous. Si elle vient et dit ou fait quelque chose de compromettant, nous l'aurons. Troisièmement, enregistrer toutes les conversations que vous avez avec elle, avec Sylvie, avec quiconque est impliqué. Toujours sur votre téléphone. Je suis sortie de son cabinet avec un plan de guerre. Le mardi, j'ai engagé Pascal, un détective privé avec 30 ans d'expérience, discret, professionnel, cher, mais il valait chaque centime. Je veux que vous suiviez Chloé. Où elle va, qui elle rencontre, ce qu'elle fait. Je veux des photos, des vidéos, des rapports détaillés, et je veux des informations sur ce docteur Dubois. Comptez sur moi. Dans 1 semaine, vous aurez tout. Le mercredi, j'ai installé des caméras. 3 dans le salon, 1 dans la cuisine, 1 dans l'entrée. Minuscules, discrètes, avec enregistrement sur le cloud. Si quelqu'un entrait chez moi, je le saurais. Et j'aurai des preuves. J'ai aussi installé une application d'enregistrement sur mon téléphone. À partir de ce jour, chaque appel, chaque conversation en personne, tout serait automatiquement enregistré. Et j'ai alors commencé à mener une double vie. En apparence, j'étais la même Catherine que d'habitude. La belle-mère, un peu naïve, un peu oublieuse. Je souriais quand Chloé m'humiliait. Je la remerciais quand elle s'inquiétait de ma mémoire. J'acceptais toutes les règles, toutes les limites. Mais à l'intérieur, chaque rencontre était une mission. Chaque fois qu'il venait chez moi, j'orientais la conversation. Je parlais de mes biens, de mon épargne, de mon appartement, et j'enregistrais tout. « Chloé, tu penses que je devrais faire un testament? Laisser tout à Julien ?» Ses yeux s'illuminaient. « Oh, Catherine, je pense que c'est une excellente idée. Julien est votre seul fils, n'est-ce pas? C'est tout à fait logique. Et si je tombe malade, qui s'occupera de mes affaires? Nous nous en occuperons, Catherine. Julien peut déjà avoir une procuration de votre part, juste pour faciliter les choses. Voulez-vous que je prenne rendez-vous chez un notaire? Enregistré. Chaque mot. J'ai laissé des documents traîner stratégiquement. Un relevé bancaire oublié sur la table du salon. Un papier avec le mot de passe de la banque noté sur le frigo. Un appât pour voir si elle mordrait. Elle mordait à chaque fois. Pascal m'envoyait des rapports chaque semaine. Des photos de Chloé rencontrant Sylvie dans des cafés en train de planifier. Des photos d'elle avec le docteur Dubois, le médecin corrompu, réglant les détails. Des relevés de virements suspects sur le compte de Sylvie. Il y a eu un moment de tension qui a failli me trahir. C'était un samedi. J'étais chez eux, en train de jouer avec Léo. Mon téléphone a sonné. C'était Pascal. J'ai répondu sans réfléchir. « Catherine, j'ai les informations sur le docteur Dubois.
Il a déjà fait l'objet de 2 enquêtes pour des expertises frauduleuses. J'ai tout documenté. Chloé était à 3 mètres de moi. Elle m'a regardé. J'ai feint la normalité. « Oh, salut Claudia. Ça me fait plaisir de t'entendre. Ça fait longtemps. »« Comment vas-tu » Pascal a compris sur le champ. « Compris. Je vous rappelle plus tard. » J'ai raccroché en souriant. Une amie d'école. Elle a appelé à l'improviste. Chloé m'a regardé avec méfiance, mais n'a rien dit. À l'intérieur, mon cœur a failli sortir de ma poitrine. J'ai continué à tendre des pièges. J'ai prétendu que j'allais en province pour rendre visite à une cousine. Je pars pour 3 jours. Tu peux passer voir mon appartement, Chloé? Arroser les plantes? Je lui ai donné un double des clés. Et les caméras ont tout enregistré. Elles l'ont enregistré en train d'entrer, d'ouvrir des tiroirs, de chercher des documents, de photographier des papiers. Elles l'ont enregistré appelant Sylvie. « Maman, j'ai trouvé l'acte de propriété de l'appartement. C'est toujours à son nom. Il faut le transférer rapidement. » Preuve après preuve. Maître Lambert constituait le dossier. Chaque preuve, chaque document, chaque enregistrement, tout était organisé, catalogué, prêt à être présenté au moment opportun. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque et j'ai transféré la moitié de mon épargne. J'ai caché l'acte de propriété de mon appartement dans un coffre-fort que j'ai loué. Je protégeais mes biens et je faisais semblant. Encore et toujours, je faisais semblant de ne pas voir les regards. Je faisais semblant de croire aux mensonges. Je faisais semblant d'être la vieille dame confuse qu'il voulait que je sois. Jusqu'à ce que, 3 semaines plus tard, Chloé appelle. « Catherine, je vous ai pris rendez-vous avec un gériatre formidable. Le docteur Dubois. C'est juste un bilan, pour voir où en est votre mémoire. » Julien a pensé que c'était important. « Oh, c'est merveilleux. C'est quand ? » « Vendredi prochain, à 14h. » J'ai noté. J'ai souri. Je l'ai remercié. Et dès que j'ai raccroché, j'ai appelé Maître Lambert. Ils ont fixé le rendez-vous. Vendredi, dans 15 jours. Excellent. Nous avons 15 jours pour tout finaliser. Le jour du rendez-vous, nous agirons. 15 jours. 2 semaines. C'était le délai. J'ai continué à collecter des preuves. J'ai continué à faire semblant. J'ai continué à jouer le jeu. Mais 3 jours avant le rendez-vous, le mardi matin, mon téléphone a sonné. C'était Pascal, le détective. « Catherine, je dois vous voir. Maintenant. J'ai découvert quelque chose qui change tout. Qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas en parler au téléphone. Venez à mon bureau. C'est urgent. » Et puis, 3 jours avant la date qu'ils avaient de fixer, j'ai reçu un appel. Ce que j'ai entendu était la dernière pièce manquante du puzzle et aussi la plus douloureuse. Je suis arrivée au bureau de Pascal en 20 minutes. Je ne m'étais même pas bien habillée. J'ai enfilé les premiers vêtements que j'ai trouvés et je suis partie. Il m'attendait avec un dossier noir sur son bureau. Son visage était sérieux, grave. « Asseyez-vous, Catherine. » Je me suis assise. Mes jambes tremblaient. « Qu'avez-vous découvert ?» Il a ouvert le dossier. Il en a sorti une enveloppe. À l'intérieur, des photos. Plusieurs photos. La première photo, Chloé entrant dans un restaurant. Rien d'anormal. La deuxième photo, Chloé assise à une table, avec le docteur Dubois. Ça, je le savais déjà. Mais la troisième photo m'a anéanti. À table, avec Chloé et le docteur Dubois, il y avait une autre personne, souriante, en train de discuter, tranquille, Julien, mon fils. Non, ce n'est pas possible. Catherine, je suis désolée, mais je dois vous faire écouter ça. Il a pris son téléphone et a lancé un enregistrement audio. C'était un enregistrement d'ambiance, du genre que les détectives font en cachette dans les restaurants. J'ai immédiatement reconnu la voix de Chloé. « Alors c'est confirmé, docteur ? Vendredi à 14h ? » La voix d'un homme, grave, professionnel, confirmé. Je fais l'évaluation, je diagnostique une démence sénile progressive et je recommande une mise sous tutelle immédiate. 15 000 € le jour même, comme convenu. Parfait. Et puis la voix qui m'a transpercé comme un couteau. « Et combien de temps prend la procédure, docteur ? » Après l'expertise, c'était Julien, mon fils, qui posait des questions. Qui participait ? Avec un bon avocat, 3 ou 4 mois. Vous en avez déjà parlé à un ? Oui, j'ai un ami qui fait ça. Il a dit que c'était une formalité. Chloé a ri. Julien, une fois qu'on aura la tutelle, en combien de temps penses-tu qu'on pourra tout vendre ? L'appartement, environ 2 mois. L'épargne, on peut la transférer le jour même. Au total, je pense qu'en 6 mois, on sera libre. Libre. Il a dit libre. Pascal a mis l'audio en pause. Il m'a regardé avec pitié.
Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus réfléchir. Il y a autre chose? Oui, il a lancé un autre enregistrement. Plus récent, datant de 2 jours. La voix de Julien au téléphone. « Maman, tu as raison, je n'en peux plus. Elle est devenue fatigante, pénible. Elle invente toujours des histoires. Une fois qu'on aura réglé ça, j'aurai enfin la paix. » La voix de Sylvie. « C'est pour ça que je te le dis, Julien. Tu es un bon fils. Tu fais ce qu'il y a de mieux pour elle et pour toi. Elle n'a pas à souffrir seule. Dans une maison de repos, elle sera bien soignée. » Exactement. Et son argent servira à payer ses soins. On ne fait que mieux le gérer, n'est-ce pas? C'est ça, mon cher gendre. C'est la bonne chose à faire. L'enregistrement s'est terminé. Pascal a mis d'autres photos sur la table. Catherine, j'ai creusé davantage. Julien est au courant de tout depuis le début. Il a rencontré Chloé sur un site de rencontre, mais ce n'était pas un hasard. C'est elle qui l'a cherché. Et 3 mois après le début de leur relation, il lui parlait déjà de votre patrimoine. Comment ça? J'ai récupéré d'anciens messages. Il lui a dit combien vous aviez, où vous habitiez, que vous étiez veuve. C'est lui qui a fourni les informations. Elle n'a fait qu'exécuter. Les larmes ont commencé à couler. Chaudes, amères. Pourquoi? Pourquoi mon fils ferait-il ça? Pascal a soupiré. Des dettes. Julien est criblé de dettes. J'ai découvert qu'il a emprunté de l'argent à des usuriers. Il doit près de 200 000 €. Chloé lui a offert la solution. Le patrimoine de sa mère. 200 000 €. Des dettes dont j'ignorais l'existence. Il allait vraiment me faire interner? Me déclarer folle? Oui. Le plan est le suivant. Fausse expertise le vendredi. Demande de mise sous tutelle le lundi suivant. Internement temporaire dans 15 jours. Ensuite, tout vendre. Payer ses dettes. Partager le reste. Et après, Chloé le quittera probablement. Comme elle a fait avec les autres. Je suis restée assise là, tenant ses photos, écoutant ses enregistrements et sentant mon cœur se briser en 1000 morceaux. Ce n'était pas seulement ma belle-fille. C'était mon fils, mon propre fils. Le garçon que j'ai élevé seul, que j'ai habillé, nourri, pour qui j'ai payé des études. Le garçon pour qui j'ai eu 3 emplois, nettoyer des sols, passer des nuits blanches. Il allait me trahir, me voler, m'enfermer dans un asile, pour de l'argent, pour 200 000 € de dettes. Je me suis levée. Je me suis approchée de la fenêtre. J'ai regardé la rue en bas. Des gens qui marchaient, qui vivaient, qui travaillaient. Normal. Et moi, j'étais là, à découvrir que mon fils avait vendu sa propre mère. Catherine, je me suis tournée vers Pascal. Et quelque chose a changé dans mon regard. Peut-on le prouver? Peut-on prouver qu'il est au courant de tout? Oui. J'ai des enregistrements, des messages récupérés, des photos, même les relevés de ses dettes. Tout est documenté. Alors ce n'est pas seulement Chloé que je vais détruire. Catherine, c'est mon fils, mais il a fait un choix. Et maintenant, il va devoir en assumer les conséquences. Il restait 48 heures avant le rendez-vous. J'avais toutes les preuves. Mais il me fallait une dernière chose, faire en sorte que mon fils voie la vérité de ses propres yeux. Je n'allais pas seulement me défendre, j'allais les exposer tous. Chloé, Sylvie, le docteur Dubois et Julien aussi. Je suis retournée au cabinet de Maître Lambert le même après-midi. J'ai tout mis sur la table, les photos de Pascal, les enregistrements, les messages récupérés, tout. Maître Lambert, je veux porter plainte contre eux tous, au pénal. Chloé, Sylvie, le docteur Dubois, et mon fils également. Il m'a regardé sérieusement. Catherine, vous êtes sûre? C'est votre fils. Absolument sûr. Il a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. Alors faisons les choses dans les règles. Je vais préparer un dossier complet. Et je vais contacter le commissariat. Le jour même, Maître Lambert a appelé la commissaire Renaud, spécialisée dans les délits patrimoniaux. Il a fixé un rendez-vous pour le mercredi. Le mercredi matin, je me suis assise en face de la commissaire Renaud. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré chaque preuve. Elle a écouté, analysé, a fait des copies de tout. Madame, il s'agit d'un cas d'abus de faiblesse, d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux et de tentative d'escroquerie. Je vais ouvrir une enquête préliminaire. Et vendredi, lorsqu'ils tenteront d'exécuter leur plan, nous agirons. Comment? Vous irez au rendez-vous. Normalement. Mais vous porterez un micro. Et nous attendrons à l'extérieur, avec un mandat de perquisition pour le cabinet du docteur Dubois et des mandats d'amener pour toutes les personnes impliquées. Je suis sorti du commissariat avec un micro minuscule accroché à mon chemisier. Professionnel, puissant,
Tout ce qui serait dit lors de cette consultation constituerait une preuve. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait semblant. J'ai fait semblant que tout était normal. Chloé a appelé cet après-midi-là. Catherine, juste pour confirmer. Vendredi à 14h, d'accord? Julien passera vous prendre. Mettez une tenue confortable. D'accord, ma chérie. Merci de prendre soin de moi. Mais bien sûr, Catherine, nous sommes là pour ça. J'ai raccroché. J'ai eu envie de crier. Mais je n'ai pas crié. J'ai noté, j'ai enregistré, j'ai documenté. Le jeudi, la veille du rendez-vous, Chloé est venue chez moi. Sans prévenir, elle a amené Léo. Catherine, je suis venue passer l'après-midi avec vous, pour vous tenir compagnie. J'ai souri. Je lui ai offert un café. J'ai joué avec Léo. Et à l'intérieur, j'enregistrais chaque mot. Elle a abordé le sujet. Catherine, demain, c'est le grand jour. Vous êtes nerveuse? Un peu, mais je pense que c'est important. Peut-être que le médecin me prescrira des médicaments pour la mémoire, non? Certainement. Vous verrez, ce sera formidable. Et si le docteur recommande un traitement différent, comme un séjour temporaire quelque part, nous vous soutiendrons. C'est pour votre bien. Un séjour temporaire. Elle venait de l'avouer en face de moi. Et c'était enregistré. Tu es si gentille avec moi, Chloé. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Elle a souri. Ce sourire faux, venimeux. On s'aime, n'est-ce pas, Catherine? Nous sommes une famille. Famille, le mot faisait mal. Elle était restée 2 heures de plus. Elle a fouillé dans mon sac, à la recherche d'un mouchoir pour Léo. Elle a regardé des papiers sur ma table basse. Elle a vérifié si j'avais préparé mes documents pour le rendez-vous. Quand elle est partie, je me suis effondrée. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré. Mais pas de désespoir, de rage, de détermination. J'ai appelé Maître Lambert. Tout est prêt? Tout. Demain, 14h, cabinet du docteur Dubois. Je serai dans la salle d'attente. Pascal aussi. La commissaire Renaud et 2 officiers seront dans une voiture en face de l'immeuble. Élodie, l'ex-belle-sœur de Chloé, sera là pour témoigner. Nous avons un mandat pour saisir son ordinateur, ses dossiers, tout. Ce sera rapide. Et Julien? Julien sera conduit au commissariat avec les autres. Il participe activement au complot. Il sera également inculpé. J'ai pris une profonde inspiration. Alors, demain, c'est la fin. Demain, c'est la fin. J'ai passé une nuit blanche, à tout revoir dans ma tête. Chaque preuve, chaque détail, chaque étape. Au petit matin, je me suis assise sur mon lit et j'ai écrit une lettre à Julien. Une lettre qu'il ne lirait probablement jamais, mais je devais l'écrire. Julien, je t'ai aimé plus que moi-même. J'ai donné ma vie pour toi. Et tu m'as vendu pour 200 000 €. J'espère que ça en valait la peine. Ta mère, Catherine. J'ai scellé la lettre. Je l'ai mise dans un tiroir. Le vendredi est arrivé. J'ai pris une douche. J'ai mis les vêtements que Chloé m'avait suggérés. Confortables, simples. J'ai mis le micro sur mon chemisier. J'ai pris mon sac avec mes documents. Le téléphone a sonné. C'était Julien. Maman, je descends. Je suis là dans 5 minutes. D'accord, mon fils. Je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me regardait n'était plus la même que celle qui avait pleuré pendant 3 jours sur le sol du salon. C'était une femme forte, déterminée, prête pour la guerre. Je suis descendue. Julien était dans la voiture, souriant. « Bonjour maman. Prête? Plus que prête. » Nous sommes montés dans la voiture. Chloé était sur la banquette arrière, le sourire aux lèvres. « Catherine, quel plaisir de vous voir. Tout va bien se passer. Vous pouvez nous faire confiance. » Faire confiance. Le plus grand mensonge que j'ai jamais entendu. La voiture a démarré. 15 minutes jusqu'au cabinet médical. Et pendant que Julien conduisait, parlant de la météo, du travail, de bêtises, mon téléphone a vibré. Un message de Pascal. « Nous sommes tous en position. Vous pouvez venir. » Il restait 10 minutes. Et dans cette voiture, en route vers mon propre piège, j'ai souri. Parce qu'il ne savait pas que la victime était devenue la chasseresse. Il restait 24 heures. Et cet après-midi-là, alors que je feignais d'être la vieille dame confuse qu'elle voulait, il s'est produit quelque chose d'inattendu. Chloé est venue chez moi. Et elle a laissé son téléphone sur la table, déverrouillé. C'était jeudi, la veille du rendez-vous. Elle était venue avec Léo, comme je l'ai déjà raconté. Elle est restée 2 heures, fouillant dans mes affaires, feignant la prévenance. Quand elle est partie, je l'ai raccompagnée à la porte. Des adieux, une fausse étreinte, un au revoir à Léo. Je suis retournée dans le salon. Et je l'ai vu, son téléphone, sur la table basse, l'écran encore allumé. Elle l'avait oublié. Mon cœur s'est emballé.
J'ai regardé la porte. J'avais déjà entendu l'ascenseur descendre. Elle ne reviendrait pas tout de suite. J'ai pris le téléphone, les mains tremblantes. 3 minutes, tout au plus. C'était le temps que j'avais. J'ai ouvert son WhatsApp. Et c'était là, un groupe. Non, projet C. C pour Catherine. J'ai cliqué. Participants, Chloé, Sylvie, Julien et un numéro sans nom. Probablement le docteur Dubois. J'ai fait défiler les messages, photographiant tout avec mon propre téléphone. Rapidement, désespérément. Message de Sylvie, datant de 3 jours. Vendredi, c'est le jour J. Tout est réglé? Réponse de Chloé. Tout est réglé. Le docteur Dubois a confirmé. 15 000 en liquide le jour même. Message de Julien. Maman a entièrement confiance. Je lui ai dit que c'était juste un bilan. Elle est tranquille. Mon estomac s'est noué. J'ai continué à faire défiler, à photographier. Message de Sylvie. Et après l'expertise, combien de temps avant de pouvoir tout signer? Julien. L'avocat a dit qu'avec un rapport d'incapacité, j'obtiens une procuration définitive en 48 heures. La mise sous tutelle complète prend environ 3 mois, mais avec la procuration, on peut déjà tout faire bouger. Chloé. Parfait. On vend l'appartement en premier. Puis on transfère l'épargne. En 2 mois, tout est réglé. Julien. Et l'internement? On devra la faire interner? Sylvie. Oui. Après l'expertise, on l'interne temporairement, pour sa propre sécurité. Pendant ce temps, vous vendez tout. Chloé. Elle ne s'en rendra même pas compte. Elle sera sous médicaments. Les larmes ont brouillé ma vue, mais j'ai continué à photographier. Dernier message de la veille. Demain au déjeuner, elle signe les papiers que j'ai préparés. Après le rendez-vous, on l'interne. 6 mois et on est riche. C'était Chloé. Et en dessous, la réponse de Julien. Enfin, j'aurai la paix et l'argent pour tout payer. J'ai fini de photographier. J'ai remis le téléphone exactement à sa place. 30 secondes plus tard, la sonnette a retenti. C'était Chloé, revenue en courant. Catherine, désolée, j'ai oublié mon téléphone. J'ai souri. Il est là sur la table, ma chérie. Je ne l'avais même pas vu. Elle l'a pris, a vérifié que tout était en ordre et est partie, soulagée. Dès que la porte s'est refermée, je me suis assise par terre, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. J'avais tout. J'avais la preuve finale. Le groupe WhatsApp avec tous les complices, en train de planifier, d'avouer. J'ai immédiatement envoyé les photos à Maître Lambert. Il m'a appelé 2 minutes plus tard. Catherine, c'est de l'or, la preuve définitive. Demain, ils n'auront aucune issue. Maître, peut-on empêcher le rendez-vous? Les faire arrêter avant? Non. Nous devons les prendre en flagrant délit, au moment précis où le docteur Dubois signera la fausse expertise. Là, nous aurons un délit constitué, vous comprenez? Je comprends. Vous irez au rendez-vous, nous les arrêterons tous sur place, en flagrant délit. J'ai raccroché, j'ai appelé Pascal. J'ai d'autres preuves, de son téléphone. Envoyez-les-moi, je les ajouterai au rapport. J'ai appelé Élodie. Demain, c'est le grand jour. Tu seras là? Je serai là. Et l'autre victime aussi, la belle-mère du premier mariage de Chloé. Elle a accepté de venir, elle veut voir Chloé en prison. Allié confirmé, preuves rassemblées, équipe constituée. Maître Lambert serait dans la salle d'attente, Pascal aussi. La commissaire Renaud et 2 policiers dans la voiture d'en face. Élodie et l'autre victime comme témoins. Mandat de perquisition prêt, mandat d'amener pour tous. C'était vendredi matin, le jour du rendez-vous, le jour de la confrontation. J'ai pris une douche. J'ai mis les bottes que je porte quand j'ai besoin de force. J'ai mis le micro. J'ai pris mon sac. Dans le sac, des copies de toutes les preuves, une clé USB avec les enregistrements, mon carnet de notes, ma carte d'identité, la carte de Maître Lambert. J'étais prête. Julien est arrivé à midi. Maman, on déjeune avant le rendez-vous. Chloé a préparé un déjeuner à la maison. Une surprise pour toi. C'est gentil, mon fils. Je suis montée dans la voiture. Nous sommes allés chez eux. Et c'est là, pendant le déjeuner, que Chloé a posé les papiers sur la table. Catherine, pendant qu'on mange, vous pouvez signer ça? C'est juste une simple procuration. Pour faciliter les choses, au cas où vous auriez besoin de quelque chose et que Julien ne soit pas là. J'ai regardé les papiers. Procuration générale, complète. Pour tout. Bien sûr, ma chérie. Où est-ce que je signe? J'ai signé, avec un faux nom. Je l'ai inventé sur le moment. Ils ne s'en sont même pas rendus compte. Julien a rangé les papiers,
heureux, pensant qu'il avait réussi. Nous avons déjeuné, j'ai discuté, j'ai souri, j'ai remercié. 13h30. On y va, maman? Le rendez-vous est dans une demi-heure. Allons-y. Nous sommes montés dans la voiture. Chloé sur la banquette arrière. Julien au volant. Et pendant que la voiture roulait dans les rues, je regardais par la fenêtre et je pensais, il reste 15 minutes. 15 minutes avant la fin de cette mascarade. 15 minutes avant que justice soit faite. Nous sommes arrivés à l'immeuble du cabinet médical. Julien s'est garé. Nous sommes montés. Salle d'attente. 2 personnes assises. Maître Lambert. Pascal. Faisant semblant d'être des patients. Je les ai regardés. Un signe de tête discret. Ils ont compris. L'infirmière a appelé. « Madame Catherine, vous pouvez entrer. » Je me suis levé. Julien et Chloé ont voulu m'accompagner. « Désolée, seulement la patiente. Je suis entrée seule. C'était mon heure. Mais avant de vous raconter comment s'est passée cette confrontation, je dois vous ramener là où cette histoire a commencé. Vous vous souvenez? Moi, debout dans le couloir de l'appartement de Julien, tenant le téléphone de Chloé. C'était après ce rendez-vous. Après tout ce qui s'est passé dans ce cabinet. Mais j'anticipe. Laissez-moi vous expliquer correctement. Cela a duré 8 mois. 8 mois qui ont complètement changé ma vie. 8 mois entre le mariage de mon fils et le jour où j'ai décidé d'en finir avec eux tous. 8 mois à découvrir que la belle-fille que je prenais pour une fille était une arnaqueuse. Que le fils que j'ai élevé seul m'avait vendu pour de l'argent. Que la famille que j'avais construite était une fraude. Mais pendant ces 8 mois, j'ai aussi découvert quelque chose sur moi-même. Que je n'abandonnerais pas. Que je ne serais pas une victime de plus. Que j'étais plus forte qu'il ne l'imaginait. Assise dans ce cabinet, en face du docteur Dubois, j'avais tout dans mon sac. Des photos du téléphone de Chloé, des enregistrements de conversation, le rapport complet de Pascal, le dossier de Maître Lambert, des copies des messages du groupe Projet C, les preuves de la mort de Madame Geneviève, la belle-mère précédente, le témoignage d'Élodie, prête à parler. Le docteur Dubois a posé des questions basiques. Quel jour sommes-nous? Qui est le président? Combien font 2 + 2? J'ai répondu faux à tout. Exprès. J'ai vu ses yeux briller. C'était encore plus facile pour lui. 15 minutes de évaluation. Il a pris un papier à en-tête et a commencé à écrire. « Madame Catherine, je suis au regret de vous informer que vous présentez des signes évidents de démence sénile progressive. Je recommande une mise sous tutelle judiciaire immédiate et un suivi dans une institution spécialisée. » Je l'ai regardé. « Vous en êtes sûr, docteur? » « Absolument. » Même en sachant que j'ai délibérément répondu faux à tout, il a cligné des yeux, confus. Même en sachant que vous êtes payé 15 000 € par Chloé pour signer ce faux rapport, il est devenu blême. J'ai retiré le micro de mon chemisier. Je l'ai posé sur le bureau. Tout est enregistré, docteur. Chaque mot. La porte s'est ouverte. Maître Lambert est entré. Puis Pascal. Puis la commissaire Renaud avec 2 policiers. Docteur Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour faux et usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs. Le reste s'est passé très vite. Ils l'ont menotté. Ils ont saisi son ordinateur, ses dossiers, tous les faux rapports qu'il avait faits. Nous sommes sortis du cabinet. Dans la salle d'attente, Julien et Chloé attendaient. Quand ils m'ont vu avec la police, ils ont blêmi. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé mon fils et j'ai ressenti une douleur profonde, mais aussi une certitude inébranlable. « Ce qui se passe, Julien, c'est que vous êtes en état d'arrestation. » La commissaire Renaud a présenté les mandats. Julien Martin et Chloé Martin, vous êtes placés en garde à vue pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux et association de malfaiteurs. Chloé a essayé de s'enfuir. Les policiers l'ont maîtrisée. « C'est absurde! Catherine, dites-leur quelque chose! Vous êtes confuse! » « Je ne suis pas confuse, Chloé. Je suis lucide pour la première fois en 8 mois. » J'ai montré mon téléphone, les photos du groupe Projet C à l'écran. J'ai tout, chaque message, chaque plan, chaque mensonge. Julien s'est effondré. « Maman, Tu quoi, Julien? Tu allais me faire interner? Me voler tout ce que j'ai construit? Vendre ta propre mère? » Silence. Ils les ont emmenés tous les 3, menottés. Le docteur Dubois, Chloé, Julien. Sylvie a été arrêtée peu après, chez elle. Pascal avait fourni l'adresse. Je suis sortie de cet immeuble avec Maître Lambert et Pascal à mes côtés. Élodie m'attendait sur le trottoir. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Tu as réussi. Tu as réussi là où j'ai échoué pour ma mère. Nous avons pleuré ensemble, là, dans la rue, sans honte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
car 3 jours après l'arrestation, Chloé a demandé à me voir. Au commissariat. Elle a dit qu'elle voulait négocier. Et c'est lors de cette rencontre qu'elle a commis sa dernière erreur. Elle a apporté son téléphone. Et pendant la conversation, alors qu'elle essayait de me convaincre de retirer ma plainte, elle a laissé le téléphone sur la table, déverrouillé. Et là, sur l'écran d'accueil, il y avait un nouveau message, d'un numéro inconnu. « Chloé, tout est prêt pour le prochain ? Tu as déjà choisi la cible ?» J'ai rapidement photographié. Elle n'était pas seule. Il y avait d'autres personnes dans le coup, d'autres arnaques prévues. Je l'ai montré immédiatement à la commissaire Renaud. C'est devenu une enquête nationale. Ce qui me ramène à maintenant, au moment où cette histoire a vraiment commencé. Aujourd'hui, samedi matin, 1 semaine après les arrestations. Je suis chez Julien. Il est toujours en détention, en attendant son audience. Mais je suis venu chercher des affaires pour Léo. Le juge m'a accordé sa garde temporaire. Et pendant que je rangeais les vêtements de mon petit-fils, le téléphone de Chloé, que la police m'avait rendu comme pièce à conviction, a sonné. C'était un message. De Julien. Depuis la prison. Et ce que j'ai lu dans ce message était la dernière pièce du puzzle. J'ai pris le téléphone. J'ai quitté la chambre. Je suis allé au salon. Dans 10 minutes, l'avocat de Chloé va arriver, pensant qu'il va me convaincre de trouver un arrangement. Mais il ne sait pas que j'ai cette dernière preuve. Et cette preuve va détruire toute chance de défense qu'il pourrait avoir. J'entends des pas dans le couloir. Des voix qui se rapprochent. C'est l'heure. Je respire profondément. Je serre le téléphone avec force. La porte s'ouvre. L'avocat entre, sourire confiant. Derrière lui, une silhouette que je n'attendais pas. Quelqu'un qui change à nouveau la donne. Et je lève les yeux et je dis « Nous devons parler, maintenant ». Et cette fois, toute la vérité va éclater. L'avocat est entré. Costume cher, mallette en cuir, air de supériorité. Maître Caron, c'était son nom. Spécialiste de la défense pénale. Mais la personne derrière lui m'a choqué. C'était une femme. Jeune, la trentaine. Enceinte. Un ventre d'environ 6 mois. Elle m'a regardé avec des yeux ronds. Et a murmuré « Vous êtes Catherine ? C'est moi ? Et vous êtes ? Je suis Camille, la petite amie de Julien. Le monde s'est arrêté. » Comment ça, petite amie ? Julien est marié à Chloé. Elle est devenue blême. Marié ? Mais il m'a dit qu'il était célibataire. Nous sommes ensemble depuis 1 an. Ce bébé est de lui. Maître Caron s'est raclé la gorge, mal à l'aise. « Madame, je suis ici pour négocier un accord. Chloé est prête à... » « Taisez-vous. » J'ai regardé Camille. « Asseyez-vous. Vous devez entendre ça. » Elle s'est assise, tremblante. Je me suis assise en face d'elle. Maître Caron est resté debout, sans rien comprendre. « Camille, Julien est marié depuis 8 mois, avec Chloé. Ils ont un fils de 2 ans, Léo. Et il y a 1 semaine, ils ont tous les 2 été arrêtés pour avoir tenté de me voler et de me faire interner de force. » Elle s'est mise à pleurer. « Non, ce n'est pas possible. » J'ai sorti mon téléphone. Je lui ai montré les photos du mariage. De Julien avec Chloé, de Léo. Il vous a menti. Comme il m'a menti à moi. Comme il a menti à tout le monde. Maître Caron a tenté d'intervenir. « Madame, cela n'a rien à voir avec l'affaire. Ça a tout à voir. Asseyez-vous. » Il s'est assis. J'ai posé le téléphone de Chloé sur la table. Celui que la police m'avait rendu. Je suis venu chercher des vêtements pour mon petit-fils. Mais pendant que j'étais dans sa chambre, ce téléphone a sonné. Un message de Julien. Depuis la prison, j'ai ouvert le message, je l'ai lu à voix haute. « Chloé, dis à l'avocat de trouver un arrangement avec ma mère. Propose-lui 50 000 € pour qu'elle retire sa plainte. Promets-lui que je rembourserai tout. Mais ne rembourse rien. Dès qu'on sort, on disparaît. On prend l'argent qui est sur le compte de ta mère et on s'en va. On laisse Camille, on laisse Léo, on laisse tout. On recommence dans une autre région. » Camille a éclaté en sanglots. « Il y a plus, » ai-je continué. Il a écrit « Ça a toujours marché avant. Ça marchera encore. Ma mère est idiote, elle tombera dans le panneau. » Un lourd silence. Maître Caron était livide. « Je n'étais pas au courant de ça. Vous n'étiez pas au courant ? Alors laissez-moi vous dire ce que vous ne savez pas d'autre. » J'ai pris mon sac. J'ai sorti le dossier complet, celui que Maître Lambert avait préparé. Je l'ai posé sur la table. 15 cm de preuves. Pièce à conviction numéro 1. Un groupe WhatsApp nommé Projet C. C pour Catherine. Tous les complices planifiant de me voler, de me déclarer folle et de me faire interner. Photos, messages, dates, tout est documenté. J'ai montré les impressions.
Page après page, Maître Caron les feuilletait, de plus en plus pâles. Pièce à conviction numéro 2, des enregistrements audio. Chloé, Julien et le docteur Dubois qui s'accordent sur la fausse expertise. 15 000 € de pot de vin. Tout est là. J'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement a retenti. La voix de Julien. Et combien de temps prend la procédure, docteur? Après l'expertise, Camille s'est couvert la bouche en pleurant. Pièce à conviction numéro 3. Le rapport du détective privé que j'ai engagé. Des photos de Chloé avec le docteur Dubois réglant les détails. Des photos d'elle avec sa mère, Sylvie, en train de planifier. Des relevés bancaires montrant des mouvements suspects. J'ai étalé les photos sur la table. Des dizaines de photos. Mais ça, c'est juste pour cette arnaque, ai-je dit, parce que Chloé a déjà fait ça avant. J'ai regardé Maître Caron. Votre cliente est une récidiviste. J'ai sonné. C'était convenu. La porte s'est ouverte. Élodie est entrée. Derrière elle, une dame d'environ 70 ans. Mince, frêle, le regard triste. Voici Élodie, ai-je dit, l'ex-belle-sœur de Chloé. Et voici Madame Perrin, la première belle-mère que Chloé a détruite. Maître Caron s'est levé. C'est irrégulier. Elles ne peuvent pas être ici. Asseyez-vous. Elles vont parler. Élodie a commencé. La voix ferme, maîtrisée. Chloé a été mariée à mon frère pendant 3 ans. Elle a fait à ma mère, Geneviève, exactement ce qu'elle a tenté de faire à Catherine. Elle l'a isolée, humiliée, manipulée. Elle a obtenu sa mise sous tutelle. Elle a tout vendu. Ma mère est morte 6 mois plus tard, internée de force dans une clinique psychiatrique. Elle a posé des documents sur la table. Un certificat de décès, le jugement de mise sous tutelle. Une expertise signée par le docteur Dubois. Le même médecin, ai-je dit. Le même schéma. La même arnaque. Madame Perrin, la première victime, a parlé. La voix tremblante, mais déterminée. J'ai été la première. Il y a 8 ans, Chloé a épousé mon fils, Marc. Elle a tenté de me faire la même chose. Mais ma fille a eu des doutes et m'a sorti de chez moi avant. J'ai perdu mon appartement, mes économies, tout. Je vis avec ma fille depuis, je n'ai jamais rien récupéré. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux. Mais vous avez réussi à vous défendre. Vous êtes forte. Maître Caron était sous le choc. Je n'étais au courant de rien de tout ça. Eh bien, maintenant, vous l'êtes. Et ce n'est pas tout. J'ai pris un autre document. Enquête de la police judiciaire. Ils ont découvert que Chloé a 3 autres victimes dans d'autres régions. Toutes des belles-mères, toutes veuves. Toutes ont tout perdu. L'une d'entre elles est morte, suicide. J'ai jeté le document sur la table. Votre cliente n'est pas une épouse injustement accusée. C'est une criminelle en série. Camille était anéantie. Et Julien? Il était au courant? Je l'ai regardé avec pitié. Il était au courant. J'ai des enregistrements de lui planifiant tout. Il était endetté. Il devait 200 000 € à des usuriers. Chloé lui a offert une solution, le patrimoine de sa mère. Il a accepté. Je lui ai montré les preuves. Ses conversations avec Chloé, ses messages avec Sylvie, l'enregistrement de lui disant « Une fois qu'on aura réglé ça, j'aurai enfin la paix. » Il m'a utilisé, ai-je dit. Il vous a utilisé. Il aurait utilisé n'importe qui. Camille s'est levée. Je m'en vais. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Attendez, ai-je dit. Vous êtes enceinte de son enfant et vous aurez besoin d'aide. Quand ce bébé naîtra, contactez-moi. Je vous aiderai. Ce n'est pas la faute de l'enfant. Elle m'a regardée, surprise, et a hoché la tête, en pleurant. Maître Caron a tenté de sauver la situation. « Madame, je comprends votre colère, mais nous pouvons négocier. » « Négocier ? Vous croyez que je suis venue ici pour négocier ?» J'ai sonné à nouveau. Maître Lambert est entré. Derrière lui, la commissaire Renaud. Derrière elle, 2 autres policiers. « Maître Caron, » a dit la commissaire Renaud, « votre cliente et son complice n'auront pas d'accord. Ils auront un procès, et ils seront condamnés. » Maître Lambert a posé d'autres documents sur la table. Ceci est une constitution de partie civile. Catherine poursuit Chloé, Julien et Sylvie pour préjudice moral, matériel et tentative d'escroquerie. Le montant demandé est de 2 millions d'euros. 2 millions, s'est étranglé Maître Caron. Oui, et la jurisprudence est de notre côté. Des cas similaires ont abouti à des condamnations de cette ampleur. La commissaire Renaud a poursuivi. Au pénal, nous parlons d'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, tentative de séquestration et 5 autres délits connexes. Peine estimée, 8
à 15 ans de réclusion. Pour chacun. Et ce n'est pas tout, ai-je dit, parce que j'ai découvert quelque chose ce matin. J'ai repris le téléphone de Chloé. J'ai ouvert une autre conversation. Des messages d'elle avec un faux compte. Elle cherchait déjà sa prochaine victime. Elle l'avait déjà choisi. Un homme de 60 ans, veuf, propriétaire d'une pharmacie. Elle avait déjà commencé à lui parler. J'ai montré les messages. Chloé se faisant passer pour une femme célibataire, seule, intéressée. Elle allait recommencer. Encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. J'ai regardé Maître Caron. Alors non, il n'y aura pas d'accord. Il y aura la justice. La porte s'est ouverte une dernière fois. Une silhouette que personne n'attendait est entrée. Julien, menotté, escorté par 2 policiers. Il avait demandé un transfert temporaire pour une audience préliminaire. Mais il était arrivé en avance. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Quand il a vu Camille, il a blêmi. « Maman, Camille, je peux tout expliquer ?» Je me suis levé. Je l'ai regardé dans les yeux. « Mon fils, le garçon que j'ai élevé, l'homme qui m'a trahi. Tu n'as pas besoin d'expliquer, Julien. Je sais déjà tout. Chaque mensonge, chaque plan, chaque trahison. » Il a tenté de s'approcher. Les policiers l'ont retenu. « Maman, s'il te plaît. » J'étais désespéré. Les dettes, je ne savais pas quoi faire. Tu savais exactement quoi faire. Tu aurais pu me demander de l'aide. Tu aurais pu me parler, mais tu as choisi de me vendre, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé. Moi aussi, je me suis tourné vers la commissaire Renaud. « Vous pouvez l'emmener. » Elle a hoché la tête. Les policiers ont commencé à emmener Julien. Il a crié « Maman, pour l'amour de Dieu, je suis ton fils !» Je me suis arrêté. Je me suis retourné. Tu étais mon fils. Maintenant, tu n'es qu'un criminel qui va payer pour ce qu'il a fait. Ils l'ont emmené, menotté, en pleurs, criant des excuses vides de sens. Et je suis resté là, debout, au milieu de ce salon, ressentant quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. La paix. Maître Caron a pris sa mallette. « Madame, je me retire de cette affaire. Je ne peux pas défendre cela. C'est intelligent de votre part. » Il est parti, vite, honteux. Camille était toujours assise, sous le choc. Élodie s'est assise à côté d'elle, lui tenant la main. « Tu n'es pas seule, » a dit Élodie. « On va t'aider. » Madame Perrin s'est approchée de moi. Elle m'a pris les mains. « Merci pour ce que vous avez fait. Pour nous toutes. Ne me remerciez pas. Je l'ai fait pour moi. Et pour toutes les mères qui ont été détruites par des gens comme eux. » La commissaire Renaud m'a demandé de la rejoindre à son bureau. 1 heure plus tard, nous étions au commissariat. Elle a posé des papiers devant moi. « Catherine, je dois vous tenir au courant de l'affaire. Je vous écoute. » Sylvie a tout avoué. Elle coordonnait les arnaques. Chloé était la façade, mais c'est elle qui était le cerveau. Elles ont fait ça dans 6 régions différentes. 17 victimes au total. Nous avons réussi à toutes les retrouver. 17. 17 familles détruites. Et le docteur Dubois ? Il a aussi avoué. Il signait de faux rapports depuis 12 ans. On a trouvé des dossiers sur son ordinateur. Plus de 50 expertises frauduleuses. Des personnes âgées déclarées incapables pour faciliter des arnaques. Il va prendre au moins 20 ans. Et Chloé n'a pas avoué. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous avons suffisamment de preuves pour la faire condamner sans aveu. Ce sera probablement un procès d'assises. Avec l'attention médiatique que l'affaire suscite, elle n'a aucune chance. L'attention médiatique, la commissaire Renaud m'a montré son téléphone. Des articles. Plusieurs. Démantèlement d'un réseau qui escroquait les belles-mères. L'arnaque de la mauvaise belle-fille. 17 familles détruites. Une mère se sauve et expose un réseau criminel millionnaire. C'est devenu viral. Vous êtes devenu un symbole. Des femmes de toute la France nous envoient des messages, signalent des cas similaires. Nous enquêtons sur au moins 30 autres situations. 30. Mon Dieu. Catherine, vous ne vous êtes pas seulement sauvée vous-même, vous avez sauvé beaucoup de gens. J'ai quitté le commissariat à la tombée de la nuit. Épuisé, mais en paix. Le lendemain, lundi, a eu lieu l'audience de détention provisoire. Chloé, Julien et Sylvie ont été présentés au juge. J'étais là, au premier rang. Je regardais. Chloé m'a vu. Et pour la première fois, le faux sourire n'est pas apparu. Seulement de la haine pure dans ses yeux. Le juge a lu les chefs d'accusation. Un par un. 12 crimes au total. Il a refusé la liberté à tous. Maintien en détention provisoire jusqu'au procès. Les accusés représentent un danger pour la société et il y a un risque de fuite. Ils attendront leur procès en prison. Chloé a crié.
C'est une injustice. Cette vieille a menti. Elle a tout inventé. Le juge a frappé avec son marteau. Silence. Faites sortir l'accusé. Ils l'ont emmené. Criant, se débattant. Julien a été le dernier. Il m'a regardé, a essayé de parler. J'ai détourné le regard. Il n'y avait plus rien à dire. 3 mois plus tard, le procès a eu lieu. Cour d'assises. 7 jurés. L'accusation a présenté toutes les preuves. Toutes. Photos, enregistrements, messages, témoins, documents. Des montagnes de preuves. Élodie a témoigné, Madame Perrin a témoigné. 6 autres victimes ont témoigné, chacune racontant comment elle avait été détruite. J'ai témoigné en dernier. J'ai tout raconté, du début à la fin. Les humiliations, les mensonges, le plan, la découverte, le combat. Les jurés ont pleuré, certains ouvertement. À la fin, l'avocate générale a demandé « Madame Catherine, après tout ce que vous avez vécu, que ressentez-vous » J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu « Du soulagement, parce que j'ai découvert que j'étais plus forte que je ne l'imaginais. Et de la colère, parce qu'aucune mère ne devrait avoir à vivre ça. » La délibération a duré 4 heures. Verdict. Coupable. Tous. Peine. Chloé. 12 ans de réclusion criminelle. Plus une indemnisation d'1,5 million d'euros pour moi et les autres victimes. Julien. 8 ans de réclusion criminelle. Plus le retrait définitif de l'autorité parentale sur Léo. Sylvie. 10 ans de réclusion criminelle. Docteur Dubois. 20 ans de réclusion. Et la radiation définitive de l'ordre des médecins. Quand le président a lu les sentences, je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti la justice. Chloé a été emmenée en hurlant. « Je sortirai, je te retrouverai, je te détruirai !» Les gardes ont dû la maîtriser. Julien a pleuré, a imploré. « Maman, pardon, pardon !» Je me suis levée. Je l'ai regardée. Et je suis partie. 6 mois plus tard, la vie a repris, mais différemment. Léo vit avec moi maintenant. Garde exclusive. Il ne comprend pas encore ce qui s'est passé, mais un jour, il comprendra. Et je lui expliquerai. Avec la vérité, mais avec amour. Camille a eu son bébé. Une fille, Sophia. Magnifique, en bonne santé. Elle vient ici chaque week-end. Nous sommes devenus une famille de femmes fortes qui ont été trahies, mais qui ont survécu. Élodie est devenue ma meilleure amie. Nous avons fondé un groupe de soutien pour les victimes d'abus familiaux. Nous nous réunissons tous les mardis. Nous avons déjà aidé plus de 100 femmes. Madame Perrin vient souvent. Elle aide, elle conseille, elle dit qu'aider les autres guérit sa propre douleur. Sur les 2 millions que j'ai demandés aux civils, j'en ai obtenu 1 200 000. Le reste a été réparti entre les autres victimes. Avec l'argent, j'ai créé une association, l'association Catherine Dubois. Elle offre une assistance juridique gratuite aux personnes âgées victimes d'escroquerie familiale. Julien m'a écrit depuis la prison. 8 lettres. Je n'en ai ouvert aucune. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être pas. Je ne sais pas encore. Chloé purge sa peine dans une prison pour femmes. Elle a eu 2 fautes disciplinaires graves. Elle a déjà ajouté 3 ans à sa peine. J'ai appris qu'elle a même essayé d'arnaquer en prison. Elle a tenté de manipuler une détenue âgée. Elle a été mise à l'isolement. Hier, 1 an après le procès, j'étais au parc avec Léo. Il jouait sur le toboggan, riant, libre, heureux. Une femme s'est approchée. Environ 55 ans. Le regard fatigué. « Vous êtes Catherine ? Celle de l'affaire de la belle-fille arnaqueuse ? » « C'est moi. J'ai besoin de votre aide. Ma belle-fille, elle me fait la même chose. Et mon fils ne me croit pas. Je me suis assise avec elle. J'ai écouté son histoire. J'ai tout noté. J'ai appelé Maître Lambert sur le champ. Nous allons vous aider. Et vous allez gagner. » Elle a pleuré de soulagement. « Merci. Je pensais à abandonner. N'abandonnez jamais. Jamais. Ce soir, j'ai couché Léo. Je lui ai chanté la même berceuse que je chantais à Julien quand il était petit. Il s'est endormi en souriant. En sécurité, aimé. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis regardée dans le miroir. 60 ans maintenant. Plus de cheveux blancs, des rides plus profondes, mais les yeux sont différents. Plus forts, plus vivants. Je ne suis plus la même femme qui a pleuré sur le sol du salon, pensant que ça ne valait pas la peine de se battre. Je suis une survivante, une guerrière, une gagnante. J'ai pris mon journal et j'ai écrit « Cher journal, aujourd'hui, cela fait 1 an que j'en ai fini avec eux. 1 an que j'ai sauvé ma vie. Et cette année, j'ai appris quelque chose.
On ne sait jamais à quel point on est fort jusqu'à ce que être fort soit la seule option. J'ai été trahie par mon propre fils, mais je n'ai pas été détruite. Je me suis relevée, je me suis battue, j'ai gagné. Et maintenant, j'aide les autres à faire de même. C'est ma mission maintenant, ma raison d'être. Et je ne laisserai plus jamais personne me sous-estimer. Plus jamais. J'ai fermé le journal, j'ai éteint la lumière et j'ai dormi en paix. Pour la première fois depuis des années, dans une paix profonde, parce que je m'étais prouvé quelque chose. Une belle-mère humiliée n'est pas une belle-mère pénible, c'est une victime d'abus, et chaque victime a le droit de se battre et de gagner. Et j'ai gagné. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté, d'avoir cru en mon histoire, de ne pas m'avoir jugé. Et si vous vivez quelque chose de similaire, je dois vous dire une chose. Vous n'êtes pas seul. Si votre belle-fille vous humilie constamment, si votre fils vous traite mal, si votre famille vous isole petit à petit, faites attention. Ce n'est pas normal. Ce ne sont pas des histoires de famille. C'est de l'abus. Et l'abus, on ne l'accepte pas en silence. J'ai appris dans la douleur qu'il y a des signes, des commentaires malveillants déguisés en plaisanterie, un isolement progressif des amis et de la famille, un intérêt excessif pour votre patrimoine, des tentatives de vous faire douter de votre propre santé mentale. Si vous reconnaissez cela, agissez. Maintenant, documentez tout. La date, l'heure, ce qui a été dit, qui était présent. Enregistrez les conversations quand vous le pouvez. Prenez des photos des messages. Gardez tout dans un dossier, sur une clé USB, dans le cloud. Les preuves, c'est le pouvoir. Trouvez un avocat spécialisé en droit de la famille. N'attendez pas que ça empire. N'attendez pas qu'on vous vole. N'attendez pas qu'on vous déclare folle. Et ne doutez jamais, jamais de votre propre perception. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. J'ai failli abandonner. J'ai failli croire que le problème, c'était moi. J'ai failli les laisser gagner. Mais je me suis battue. Et vous le pouvez aussi. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Envoyez-la à cet ami qui souffre en silence. Envoyez-la à cette mère qui est humiliée par sa belle-fille. Envoyez-la à cette grand-mère qui ne voit plus ses petits-enfants depuis des mois. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu? Créons un réseau de soutien. Une communauté de femmes fortes qui n'acceptent plus d'être des victimes. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Parce que chaque semaine, je vous raconte des histoires vraies de femmes qui se sont battues et ont gagné. Et vous pourriez être la prochaine. Rappelez-vous toujours, une belle-mère humiliée n'est pas une belle-mère pénible. C'est une victime d'abus psychologiques. Et cela doit cesser. Documentez, enquêtez, battez-vous, gagnez. Votre dignité n'est pas négociable. Elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. Et vous êtes bien plus forte que vous ne l'imaginez.